je trouve qu'il y avait une espèce de curiosité déjà pour l'époque, en premier lieu. Et puis il y a aussi, tout de suite ils font le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ils trouvent qu'en parlant du passé, finalement le film est très actuel et ça parle beaucoup de nos problèmes qu'on traverse aujourd'hui. Et du coup ça les questionne aussi beaucoup sur la société, sur la violence qui nous entoure, sur est-ce qu'on ne va pas dans une société de plus en plus violente. Notamment le film est quand même très dur, très violent, et il y a une réflexion sur la violence et sur l'impasse qu'est la violence. Quand on choisit la violence comme réponse à nos problèmes. Et il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il y a un animateur de télévision qui disait qu'il fallait se faire justice soi-même. Faire ce justice soi-même, quelque part, le film Rascal, ça montre ce que c'est, faire justice soi-même. C'est une impasse. Donc moi, c'est pas ce que je souhaite pour la société. Donc ceux qui souhaitent ça pour la société, je les invite à regarder Rascal, qui voient en fait ce que c'est la violence. La violence, c'est jamais beau. Après, moi, pour le coup, je suis très humaniste. Je pense que sur la question de la violence, on a égalité homme-femme. Je pense pas que les femmes soient moins violentes que les hommes. Moi, je pars du principe que j'ai affaire à des êtres humains et je ne me dis pas que, comment dire, parce qu'on est une femme, on peut être moins violent. Parce que c'est vrai qu'il y a cette espèce de représentation, une femme c'est forcément doux, un homme c'est forcément un peu plus rugueux. Moi, je fonctionne pas comme ça. Pour parler le film il se passe en 84 et c'est vrai qu'en 84 il y a un truc qui se passe, le phénomène de bande c'est un phénomène qui est vieux comme le monde, qui va avec la société française qui a toujours été là, mais c'est vrai qu'avant 84 la violence qu'il y avait dans les bandes c'était plus une violence viriliste, c'est-à-dire qu'on va se battre pour prouver qu'on est des hommes, qu'on est plus fort, qu'on n'a pas peur, et finalement on reste dans le domaine de la bagarre. Alors la bagarre ça va jamais jusqu'au meurtre on va dire, et après tu as cette nouvelle bande de voyous, les bonnettes, qui eux en fait il y avait une idéologie derrière un peu plus radicale, politique, raciste, et eux leur violence était aussi du coup beaucoup plus radicale. C'était pas juste montrer qu'on était des hommes, il fallait aussi, il y avait une espèce de mission, sacro-sainte mission de nettoyer les rues d'une urgence qui n'était pas bienvenue ici, et donc du coup ils viennent avec une violence qui n'est pas la même. Et ça a changé du coup aussi l'histoire des bandes en France. Parce qu'avant ça, les bandes, si après il y a une dérive après dans les bandes qui sont de plus en plus violentes, ça a commencé avec l'histoire des skinheads, enfin des bonnets, pour être plus précis. Mais alors, pour les discours de ce professeur, on s'est, avec mes camarades co-scénaristes Sébastien et Virac, on s'est vachement inspiré de ce qui se disait à l'époque. En fait, ce qui se passe, c'est que ce monsieur, pour ne pas citer son nom, recycle juste des courants de pensée qui étaient dites dans les courants d'extrême droite dans les années 80. Donc on a l'impression que c'est tout neuf, mais en fait ce qu'il dit, c'est des choses qu'il disait déjà il y a 40 ans. Et ce qui est terrible, c'est de se dire que des choses qu'il disait il y a 40 ans, se disaient il y a 40 ans sous le manteau, on va dire, dans des cas obscurs, se dit maintenant au grand jour à la télévision et tout le monde... après, c'est toujours la même chose. Quand on a un discours politique radical, quel que soit le bord on se porte, on justifie ses actes et son positionnement par un discours plus ou moins policé. Et pour justifier des choses des fois qui sont injustifiables, mais on a toujours un discours en tout cas à peu près normé, intelligible, construit pour que le spectateur qui regarde ça, oui, il a raison. Il a raison dans ce qu'il dit, finalement, on dit que c'est pas faux en vrai. Et c'est comme ça que des idées malsaines qui pourrissent le vivre ensemble peuvent s'insinuer dans les esprits, parce que il y a des choses des fois que tu dis oui, je suis d'accord avec lui, donc du coup si je suis d'accord avec lui, est-ce qu'il a vraiment tort? Comme contrainte, déjà c'est une contrainte de reconstitution, parce qu'il faut refaire le Paris des années 80. On tourne en 2021, il y a pas mal de choses qui ont changé, qui n'existent plus, parce que Paris est quand même beaucoup rénové. Donc ça c'est déjà une vraie contrainte dans la manière d'appréhender le film, pour le préparer. On a 2,8 millions pour le faire, donc pour un premier film je suis super content, mais pour un film d'époque c'est pas si énorme que ça. Il aurait fallu normalement le double pour vraiment travailler dans le confort, en termes de décor, en termes de figuration, de jours de tournage, d'avoir vraiment un confort de travail. Là on tourne sur 35 jours, donc du coup on n'a pas tellement le luxe de se poser des questions quand on arrive sur le plateau de tournage. Il faut qu'on ait déjà toutes les réponses avant d'arriver
sur le plateau. Donc du coup, c'est un film que j'ai entièrement découpé, qui a été vraiment questionné en amont avec le chef-op pour vraiment se dire, ok, est-ce que telle séquence découpée comme ça, c'est pertinent? Est-ce qu'il faut raccourcir? Est-ce qu'il faut rallonger? Est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que tu veux dire à ce moment-là? D'accord, je comprends. Et storyboarder aussi les séquences les plus lourdes en termes de mise en scène, les séquences où il y a de la baston, ou alors des séquences où il y a beaucoup de figuration, où il y a du mouvement. Et tout simplement aussi pour alléger l'équipe déco, parce que comme on n'a pas non plus l'argent pour décorer à 360 degrés, donc moi il faut que je puisse dire à mon équipe déco, dans ce décor-là on va filmer de là à là, mais pas plus loin, donc concentrez vos efforts ici. Et donc du coup c'est un film qui est extrêmement préparé, et aussi au niveau des repérages c'est très important, parce que pour trouver des décors qui sont encore en jus, des fois il faut parcourir des kilomètres en région Île-de-France. Et donc il faut vraiment repérer, trouver des lieux, il y a pas beaucoup d'interventions à faire aussi en termes d'accessoirisation ou en termes de décor pour que ça devienne directement crédible. Parce que des fois on avait des décors, on les avait qu'une seule journée. Par exemple la scène du métro, le quai de métro, c'est une scène on n'avait que 8 heures pour faire. Donc c'est une scène, il y a 16 plans, donc c'est un plan toutes les 30 minutes, avec un gramme de métro qui part. Alors comme ça, on se dit oui, mais en fait, ça donne vraiment une cadence de travail qui est énorme, parce qu'il y a quand même un départ de baston, il y a pas mal d'acteurs qui jouent. Pareil pour le Balajo, avec au début, la scène d'ouverture, on a eu qu'une journée pour le faire, pareil pour le disquaire. Alors, la scène de disquaire, c'est une grosse scène, il y a du jeu, après il y a le baston, on n'a qu'une seule journée pour le faire, donc du coup, toutes ces contraintes techniques qui sont liées à la mise en scène et à la logistique, m'oblige à réfléchir en fait la mise en scène en amont et pas me retrouver dans la position du réalisateur qui dirait on verra ça au montage. Voilà. Donc oui, ça a été cette contrainte-là, mais quelque part c'est aussi une bénédiction parce que forcément ça m'a aussi obligé à faire mon travail de metteur en scène et de me poser des vraies questions, de faire des choix en amont, parce que souvent quand j'étais plus petit, que je regardais des émissions de cinéma ou à la télévision, tu avais des réalisateurs de l'ancienne génération qui disaient que le cinéma c'est faire des choix. Et là, j'étais vraiment confronté à ça, c'est-à-dire que je devais faire mes choix avant d'arriver sur le plateau. Et après, derrière, ça marche pas après au montage. Là, j'ai eu de la chance, ça marche, mais j'ai eu de la chance. On s'est bien préparé, mais en tout cas, oui, ça nous a amené à une façon de travailler qui était c'est un film qui est très préparé. Le premier qui me viendrait à l'esprit, c'est Steve McQueen. J'adore son travail de mise en scène. Je trouve que c'est hyper précis. Il n'y a pas un seul plan gratuit. Tous ces plans, ils viennent d'expérimental et puis du monde de l'art aussi. Donc il y a une vraie réflexion formelle sur ce qu'il fait. Et du coup, c'est vrai que moi je me posais la question quand je découpais mon film. Déjà, quand j'ai coupé mon film, mon fils aîné à l'époque, il avait maintenant avoir 6 ans, mais à l'époque il devait avoir 3-4 ans, et je le regardais comme il réagissait devant ses premiers dessins animés. Et j'étais frappé de voir à quel point il vivait en fait les dessins animés, quoi. Il était en fait dedans à 200%. Il y avait plein de petites... Son corps réagissait malgré lui à ce qui se passait à l'image. Et dans ma tête, je me disais, j'aimerais bien pouvoir retranscrire la même chose avec un public adulte sur Erascal. Et donc du coup, il y a quelque chose qui m'a guidé dans mon découpage, c'est de me dire, et même aussi à l'écriture, c'est de se dire en fait quelle émotion on va convoquer dans une telle séquence. Et donc du coup je faisais mon découpage, un découpage plus émotionnel que vraiment un découpage graphique, de se dire ok, dans cette séquence-là, j'ai travaillé sur telle émotion, comment je peux amener le spectateur à cette émotion-là à travers mon découpage. Et donc les plans étaient aussi censés raconter quelque chose. En fait c'est un film qui est très peu bavard, finalement il y a très peu de scènes où ça parle. Quand il y a des dialogues qui sont signifiants, qui racontent vraiment quelque chose, mais sinon après il y a beaucoup de scènes qui sont très importantes dans le film, qui sont des scènes de bascule. Par exemple, quand on a la scène de la ratonnade, ce qui se passe pour Frédéric, elle ne dit pas un mot pratiquement dans cette scène, et pourtant c'est une des scènes où il se passe beaucoup de choses émotionnelles. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné dans la manière de raconter mon film, c'est que ça veut dire que aussi c'est bien d'apporter de l'émotion à travers le dialogue, mais c'est aussi bien d'apporter de l'émotion à travers le corps, à travers des regards, à travers des attitudes. Parce que finalement, c'est un langage universel, on n'a pas besoin de mots
parler de la sidération, pour parler de la peur, pour parler de la colère, pour parler de la frustration. Des fois, il faut juste être témoin des choses. Et voilà. Oui, et en plus, ça c'est pareil, c'est dans les années 80, je suppose qu'il doit encore avoir quelque chose de similaire aujourd'hui avec les jeunes, mais je suis plus jeune donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je me rappelle que quand j'étais gamin, dans les années 80, il y avait vraiment ce truc de langage selon les quartiers. On ne parlait pas forcément le même verlan, on ne parlait pas forcément le même argot. Il y avait des gens qui parlaient la langue de feu, l'autre qui parlaient rogueux d'eux, d'autres en vegue d'eux. J'ai jamais rien compris quand j'étais petit, mais j'étais fasciné par ça. Et c'est vrai que dès le travail d'écriture et après aussi au casting, j'étais obsédé par l'oralité. De me dire que déjà il fallait que les gamins sonnent le moins possible comme des gamins d'aujourd'hui. Parce que moi c'est quelque chose en tant que spectateur qui me sort quand je regarde un film qui se passe dans les années 70 ou 80 et que j'entends un mec qui parle comme en 2022. En fait ça me dérange. Et je voulais retrouver un petit peu ce phrasé, un peu plus comme Renaud, MC Jean Gabin, un petit type parisien qu'on avait beaucoup à l'époque, qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui. Et donc déjà même au casting, j'ai écarté des comédiens qui étaient très bons, mais qui sonnaient trop comme des gamins d'aujourd'hui. Et essayer de garder au maximum des gamins qui déjà sonnaient un peu plus années 80. Par exemple, Nissoum, il a un phrasé années 80 naturel. C'est-à-dire que lui, la manière dont il parle dans le film, c'est comme ça qu'il parle réellement dans la vie. Et donc quand la première fois je l'ai vu en casting parler comme ça, j'ai dit mais c'est incroyable, ce mec, j'ai l'impression qu'il sort d'une autre époque. Et après derrière, ça ne gâche rien, c'est qu'il joue très bien et que ça marchait très bien aussi avec le groupe. Mais du coup, il y avait déjà ce désir, en tout cas dans l'oralité, déjà de dépayser de manière sonore en tant que spectateur, de ne plus être en 2020, mais déjà d'être ailleurs. Et après les autres langues, pour moi aussi, c'était une façon aussi d'amener aussi le spectateur, le déracine son quotidien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dans une famille créole, ça parle créole. On a cette bande, il y a aussi ce truc de bande, le lien de la bande, c'est le fait qu'on apporte la même veste, qu'on a les mêmes choses, mais aussi on a notre petit langage secret où on ne comprend pas, mais nous on se comprend entre nous. Et donc tout ça, ça crée un univers sonore qui nous aide à nous immerger dans le film. Le film de bande, c'est un genre que j'adorais quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin et ado. C'est peut-être les premiers films que j'ai, avec les films d'horreur, avec la VHS à la maison, c'était vraiment les films que je consommais quand j'étais gamin. Et c'est vrai qu'il y a les Wanderers qui est aussi une référence directe, parce qu'il y avait ce truc en rapport au blouson qui crée aussi le corps groupe, la bande. Et c'est vrai qu'il y a aussi toute cette époque, moi c'est vrai que quand je repense aux années 80, je repense aussi beaucoup à toutes ces émissions, tous ces films, il y avait cette espèce de revival avec les James Dean qui a passé beaucoup à la télévision grâce à la dernière séance. Pareil aussi toutes les stars des années 50 avec Marilyn Monroe qui repassait souvent à la télévision. Il y avait cette série Happy Days qu'on se rappelle tous, mais c'était plein dans les années 50. Il y avait aussi, j'avais découvert ce film American Graffiti, tous ces trucs. Au début des années 80, le cinéma américain avec The Outsiders, Rusty James, qui était très ancré dans les années 60. Il y avait ce truc qui était là, qui était un petit peu... et donc du coup, c'est vrai que quand je pensais au film de moi, je pensais à ça, à part The Warriors, qui lui est vraiment ancré dans les années fin années 70, début 80. Mais les autres films de bande, c'est des films qui se passent avec des mecs plutôt... Rockabilly, certains se passaient dans les années 50, mais d'autres qui se passaient plutôt aux années 70 avec des mecs qui s'habillaient encore rockabilly. Et pour la petite histoire, c'est qu'à Paris, début années 80, il y a une communauté, une tribu de mecs qui sont vraiment à fond dans le rockabilly. Alors, il y a plein de gens qui disent mais non, c'est un petit peu anachronique, mais non, il y a vraiment... Moi déjà, mon oncle avait 18 ans et il fréquentait des mecs qui étaient plutôt rockabilly. Il y a aussi Jérémy Cohen aussi qui a fait un autre bouquin qui s'appelle Viking et Panthère. Pareil, donc il filme les Panthères, les Del Viking, qui était une grosse bande de rockabilly qui était plutôt du côté de Montmartre et compagnie. Pour la petite histoire, il y a même aussi un acteur qui est très connu aujourd'hui, qui faisait partie de cette bande, aussi Simon Carion, qui était dedans. Et les mecs, en fait, ils écumaient les soirées rockabilly. L'artiste qu'on voit au début, Victor Lee, c'est un artiste qui a vraiment existé. On l'appelait le Elvis Kabyle à l'époque. Et il y avait toute une scène autour. Parce que c'était une époque, encore une fois, où il y avait beaucoup de courants musicaux qui se côtoyaient. C'est un peu difficile, un petit peu, encore maintenant, même quand on a vécu le truc de se dire que la même année, on avait Madonna, on avait Cure, de l'autre côté, il y avait les Stray Cats, après, tu avais Michael Jackson. Enfin, tout ça, c'était quand même des musiques qui sont très différentes. Il y a Rita Mitsuko, et tout ça, c'est à la même époque. Et aujourd'hui, on a un peu du mal à s'en rendre compte parce que c'est très monolithique.
C'est-à-dire qu'on a un courant musical, tout le monde fait la même musique, alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de musiques différentes, et chaque personne marquait son identité musicale dans sa manière de s'habiller et dans la manière de parler. Et à l'époque, il y a un terme qui a été perdu dans le langage courant, on appelait ça des tribus. Il y a plein de tribus à Paris, mais c'est un truc qu'on a oublié. Alors quand on cherchait un titre, on voulait déjà que ce soit le nom de la bande, et on cherchait un nom qui puisse se dire dans toutes les langues. Et Raska est arrivé assez vite, parce que Raska c'est international, ça veut dire rien en anglais. Et en français on trouvait que ça sonnait bien, et c'était aussi l'anagramme de Lascar, donc on a gardé Raska. Voilà. Alors déjà dès le départ on savait qu'on n'avait pas un très très gros budget pour la musique. Donc on est parti déjà sur un choix de ne pas choisir des morceaux qui étaient mainstream, mais plus choisir de se dire qu'à l'époque, quand on faisait partie d'une tribu, on écoutait une certaine musique, parce qu'en fait il y a deux types de musique, il y a vraiment la musique qu'eux ils écoutent, on est diégétique, donc on a essayé de choisir des musiques qui soient d'époque, et que si une personne a connu l'époque et qui écoutait du punk, et écoutait autre chose comme musique, de dire ah ouais, ça je connais, ça c'est un truc que j'ai écouté à l'époque, mais pas forcément un morceau qui était très connu. Donc déjà ça nous oblige à choisir aussi des morceaux qui sortent un peu des sentiers battus, donc qui coûtent déjà un peu moins cher. Après il y avait quand même certains morceaux qui étaient plus emblématiques qu'on a quand même voulu garder, mais finalement pas tant que ça. Donc, la Souris déglinguée par exemple, on peut pas passer à côté, parce que la Souris déglinguée, tout le monde savait qu'à l'époque, la Souris déglinguée, les concerts de la Souris déglinguée, tout le Paris qui écoutait du rock y allait, parce qu'on savait que ça finirait toujours en baston. Donc c'est un incontournable, on était obligé de le faire. Mais, et après, il y a aussi la musique de film faite par Delgrès. Moi, dès le départ, je voulais un film rock'n'roll qui sonne rock, mais il y avait aussi une autre identité dans le film, il y a la créolité qui est très importante, qui fait partie qui est ma culture d'origine. Et j'avais envie de retrouver ça aussi dans la musique, dans le scoring du film. Et donc Delgrès qui fait du blues, du hard blues en créole. Quand j'ai découvert le groupe, je me suis dit mais en fait c'est totalement ça, quoi. C'est l'identité du film. Donc j'aurais proposé la collaboration, et ils ont accepté après avoir vu Soldat Noir, et donc, du coup ils ont fait la musique, c'est pour ça qu'on a cette musique un petit peu rock, chantée en créole. Et ils ont fait tout le scoring vraiment de musique de film, des ambiances et tout ça à côté. Donc ça donne vraiment, ça colle vraiment à l'identité du film. Par exemple la musique hip-hop, la scène hip-hop, à la base c'était Afrika Bambaataa que je voulais, mais ça coûtait extrêmement cher. Donc on est vraiment parti sur un autre artiste qui finalement était vraiment pratiquement sur le même BPM, les mêmes rythmiques et les mêmes sonorités, qui coûtait beaucoup moins cher, qui était très très bien en plus. Du coup ça donnait un côté un peu plus connaisseur même. Et il y a la dernière musique hip-hop, à la base c'était pas Run DMC, c'était Eric B et Rakim, Pay in Full que je voulais, mais il y avait un problème de droit entre les artistes et la maison de disques, ce qui fait que j'ai dû choisir un autre artiste. Mais après le reste, c'était ce que je voulais. Donc, globalement, je m'en tire plutôt pas mal avec un petit budget, et pour un premier film, me retrouver avec un film qui est très cohérent par rapport à ce que je désirais et que je fantasmais au départ. Non, la Rascal, c'était en fait, au départ, Rascal, quand on a commencé à l'écrire, tout de suite, ce que j'aime bien avec Manuel Chiche, c'est qu'il est cash, et il n'a pas de langue de bois. Il m'a dit, écoute le film, c'est sympa, mais tu sais que c'est un film d'époque, c'est un premier film, c'est ambitieux en termes de mise en scène, décor et tout ça. C'est peut-être pas toi qui vas le réaliser. Donc moi je veux bien qu'on y aille, mais il faut quand même que tu mettes en tête que c'est peut-être pas toi qui vas le réaliser. Je proposerai peut-être un réalisateur plus confirmé et tout, mais je te le dis tout de suite. Donc on y va ou pas? J'ai fait ok, on y va. Et avec les copains, on mettait tout le temps que je réalisais le film, mais bon, on a joué le jeu, on a écrit le film ensemble. Et après, au bout d'un moment, la relation a évolué avec Manu, il aimait bien notre façon de travailler, d'un point de vue professionnel, et humainement, il y a un truc qui s'est débloqué. Et puis, un jour, il m'a dit, ok, tu vas faire le film, mais par contre, je ne vais pas te garantir que tu auras le budget que tu voudrais pour faire ce film. Parce que pour faire ce film, il faudrait 5-6 millions, tu les auras jamais, je le dis direct. Donc, est-ce que tu es prêt à faire le film? Je fais oui, mais il va falloir que tu refasses un court-métrage. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce film.